Merci, monsieur le modérateur. Concerne la jonction œsogastrique, quel traitement chirurgical curatif? Et je remercie les orateurs précédents parce qu'ils m'ont facilité la tâche. Et je vais passer rapidement sur certaines diapositives pour éviter les répétitions. Et je commence par dire que la chirurgie, c'est le seul traitement curatif. Les traitements associés vont consolider les résultats du traitement chirurgical, que ce soit en préopératoire ou en post-opératoire. Ce sont des tumeurs qui ont un pronostic qui est sombre, plus que les autres localisations gastriques, et ceci étant lié à la localisation anatomique à cheval entre l'estomac et l'œsophage, est lié également à la prise en charge thérapeutique qui est complexe et qui n'est pas encore bien codifiée. D'où la nécessité d'une approche multidisciplinaire qui regroupe les différents spécialistes qui interviennent dans cette pathologie, à savoir les endoscopistes, les chirurgiens, les oncologues et les radiothérapeutes. La définition a été bien précisée par Mme Bensardi. Et depuis 1996, on assiste à une définition qui est plus large, définition du Seward. Et actuellement, l'OMS préfère parler des adénocarcinomes de la jonction œsogastrique et non pas du cardia. Ce cardia pose plusieurs problèmes parce que c'est une zone frontière, à savoir entre deux organes, l'œsophage et l'estomac, entre deux muqueuses, malpighiennes et glandulaires, et deux régions, le thorax et l'abdomen, avec comme conséquence les problèmes de voie d'abord, d'extension, des résections. Les objectifs. Les deux premiers objectifs ont été déjà discutés et on va insister essentiellement sur les principes du traitement chirurgical, les principales méthodes chirurgicales, leurs indications en fonction du stade. La place des traitements néoadjuvants a été déjà discutée. Juste pour dire que la classification du Seward a des avantages parce qu'il permet une orientation thérapeutique. Et actuellement, dans toutes les études, on parle de cette classification pour parler le même langage et avoir une idée sur le pronostic de cette localisation tumorale. Mais elle a des limites, comme a été précisé, essentiellement lorsqu'il y a une hernie hiatale, en cas de grosse tumeur. Et surtout, c'est une classification qui est basée à la fois sur des données préopératoires et opératoire. Bilan préthérapeutique, je ne vais pas le répéter. J'insiste sur le fait que ce bilan doit être récent. Il doit avoir moins d'un mois avant la prise d'une décision thérapeutique. Après ce bilan thérapeutique, on va avoir trois groupes de patients. Les patients non opérables en raison de leur terrain, des patients métastatiques en raison de leur maladie, et le troisième groupe qui nous intéresse, c'est les patients qui sont opérables et résécables, soit d'emblée, soit après un éventuel traitement néoadjuvant. Donc, le traitement de ces tumeurs, il y a plusieurs armes. Il y a les résections endoscopiques, qui s'intéressent aux lésions superficielles, qui sont exceptionnelles sous nos cieux, les résections chirurgicales qui intéressent notre propos, la chimiothérapie, la radiochimiothérapie et les prothèses dans les cas dépassés. Et tous ces moyens thérapeutiques doivent être discutés en réunion de concertation pluridisciplinaire. Quels sont les enjeux du traitement chirurgical? Parce que le but essentiel, c'est de faire une résection R0, qui enlève la tumeur, son environnement lymphatique, éventuellement les organes de voisinage. Mais les questions qui se posent, c'est l'étendue de la résection, aussi bien vers l'œsophage et vers l'estomac en bas, l'étendue du curage ganglionnaire, vers le médiastin, vers l'abdomen, les moyens, les méthodes, les voies d'abord, voie thoracique, voie abdominale, chirurgie classique, chirurgie mini-invasive, mais il y a une communication qui va suivre sur la chirurgie mini-invasive. Le mode de rétablissement après la résection de la continuité digestive. Quel est le préalable à cette chirurgie? En cas de traitement néoadjuvant,
un bilan d'évaluation de la réponse tumorale doit être fait obligatoirement. Si on fait une chimiothérapie préopératoire, ce bilan d'évaluation doit être fait à 2 semaines. Si on fait une radiothérapie, à 4 semaines après la fin de la radiothérapie. Une fibro avec rétrovision et éventuelle biopsie, un scanner thoraco-abdominal avec injection et parfois un PET scan qui est très intéressant pour apprécier la réponse précoce et qui intéresse un lot particulier de malades qui sont les non-répondeurs au traitement néoadjuvant et qui doivent être dirigés vers la chirurgie le plus tôt possible. Mais à ce jour, aucun examen ne permet de prédire la réponse histologique complète à un traitement néoadjuvant. Quels sont les principes? C'est d'abord une résection R0 est associée à une survie prolongée et c'est un facteur pronostic indépendant majeur. Dans le même ordre d'idée, l'envahissement ganglionnaire est également un facteur pronostic majeur. Et il est étroitement lié à la prédiction de récidive loco-régionale ou à distance. Et l'intérêt de ce curage, c'est d'optimiser la stadification tumorale, réduire les récidives loco-régionales et d'allonger la survie. Comme principe de cette exérèse chirurgicale, ça a été bien dit par le professeur Benstardi, il faut savoir qu'il y a des emboles intramuraux sous-muqueux, aussi bien vers le haut que vers le bas. Donc, lorsqu'on fait une résection, on doit avoir des marges de résection qui sont saines. C'est ainsi que vers le haut, la section œsophagienne doit passer à au moins 8 à 10 cm de la lésion, in vivo, et en bas, la section gastrique doit passer à au moins 5 cm en aval. La deuxième question, c'est l'extension ganglionnaire, parce que c'est un drainage qui est à la fois ascendant et descendant, et on va discuter l'extension aussi bien vers l'abdomen que vers le médiastin. Donc, il est recommandé d'avoir comme premier objectif l'obtention d'une résection R0 avec des marges tumorales longitudinales supérieures et inférieures et circonférentielles indemnes de tout envahissement néoplasique. Et c'est une recommandation grade B. Quelles sont les options chirurgicales à notre disposition? Il y a tout d'abord l'œsogastrectomie polaire supérieure, qui emporte la presque totalité de l'œsophage abdominal et presque la totalité de l'œsophage thoracique, et la partie supérieure de l'estomac avec leur environnement lymphatique. Il y a l'œsogastrectomie totale, qui en plus de l'œsogastrectomie polaire supérieure, va compléter la gastrectomie. C'est une gastrectomie totale avec une œsovagectomie subtotale. Et il y a la gastrectomie totale, élargie à l'œsophage distal. Et on va commencer par la première intervention, l'œsogastrectomie polaire supérieure. Donc il emporte l'œsophage thoracique, l'œsophage abdominal et la partie supérieure de l'estomac. Elle peut être faite par voie transthoracique ou transhiatale, par célioscopie ou laparotomie. Et le mode de reconstruction après cette intervention, c'est généralement le tube gastrique qui est remonté en intrathoracique. Sur le plan technique, lorsqu'il est fait par voie transthoracique, on a la plus utilisée, c'est la technique de Lewis-Santi. À la laparotomie médiane ou à la célioscopie, on associe une thoracotomie droite avec un anastomose œsogastrique intrathoracique. L'intervention d'Akiyama, il nécessite 3 voies, il n'est plus de mise dans cette indication. Et on a l'œsophagectomie transhiatale, sans thoracotomie, qui utilise 2 voies, une voie abdominale et une voie cervicale, et qui permet de remonter l'anastomose œsogastrique au niveau du cou. Les avantages de l'exérèse transthoracique. Cette exérèse se fait sous contrôle de la vue. On a une visualisation directe de la tumeur et des organes adjacents. Elle permet une dissection ganglionnaire étendue, surtout pour les ganglions intertrachéobronchiques qui sont resitués. Elle permet une résection complète en bloc de la tumeur et de son environnement lymphatique. Elle diminue les plaies des organes de voisinage, parce qu'on voit ce qu'on fait. Elle diminue les complications éventuelles d'une anastomose intrathoracique, à type de fistule, des troubles de la déglutition, mais elle est entachée d'une morbidité pulmonaire qui est augmentée
et d'une mortalité post-opératoire qui est augmentée. Ces avantages sur le plan carcinologique, elle permet un curage médiastinal haut qui est moyen et inférieur qui est important, et ça permet un staging de la tumeur, un curage abdominal de 1,5, mais elle comporte des complications respiratoires qui sont importantes, autour de 25%, et des complications anastomotiques, même s'ils sont rares, moins fréquentes que l'anastomose cervicale, aux alentours de 7%, mais graves vu la localisation intrathoracique. Les avantages de l'exérèse transhiatale, une mortalité moindre, une morbidité pulmonaire moindre, une intervention plus courte, mais on n'a pas le risque d'une anastomose thoracique. Lorsque la fistule se fait, elle est au niveau cervical et les conséquences sont moindres. Mais on a plus de fistules, et qui dit fistule comme corollaire à cette fistule, c'est une sténose anastomotique. On a plus de paralysie des cordes vocales, une morbidité globale qui est similaire à la voie transthoracique. Survie qui est moindre, mais ce n'est pas confirmé dans toutes les séries, comme on va le voir sur certaines séries. Donc l'œsophagectomie sans thoracotomie a son actif une seule installation, un reflux qui est moins sévère, une mortalité immédiate qui est moindre. Mais le curage intertrachéobronchique est imparfait, plus de paralysie récurrentielle et un taux de fistule cervicale qui est double, 14%, mais de gravité moindre. Voici une méta-analyse qui a compilé 1155 cas et compare 339 cas de transthoracique à 516 de voie transhiatale. Dans la voie transthoracique, il y a plus de mortalité à 30 jours, plus de complications pulmonaires et un séjour hospitalier plus long. Mais aucune différence concernant la survie, l'étendue du curage, les pertes sanguines, la durée de l'intervention, le lâchage anastomotique et les complications cardiovasculaires. Une autre série, c'est une cohorte britannique qui compare 401 cas de transthoracique à 263 de voie transhiatale. Et dans cette étude, il n'y a aucune différence concernant les marges de résection, les complications, le séjour hospitalier, la récidive tumorale et la survie. Comparaison entre l'œsogastrectomie polaire supérieure et l'œsogastrectomie totale. Lorsqu'on étend la résection aussi bien vers l'œsophage que vers l'abdomen, que vers l'estomac, bien sûr, on va augmenter aussi bien la mortalité que la morbidité. Les avantages de l'œsogastrectomie totale, il n'y a pas de risque d'envahissement de la tranche-section gastrique parce qu'on fait une gastrectomie totale. Le curage ganglionnaire est complet au niveau de l'abdomen parce qu'on enlève tout le drainage lymphatique de l'estomac comme un cancer gastrique. Elle évite le reflux. Il y a une morbimortalité qui est plus faible. Les avantages de l'œsogastrectomie polaire supérieure, il y a tendance à plus de risque de résection R0. Il n'y a pas de risque d'envahissement de la tranche de section œsophagienne, meilleur curage thoracique, une morbimortalité et survie qui sont équivalentes, un rétablissement de la continuité digestive qui est plus simple, et on va préserver une partie du réservoir gastrique. Pour tous ces avantages, il est recommandé, et dans le type 2, comme on le voit, c'est l'intervention recommandée. Pour ce qui est de la gastrectomie totale, c'est une gastrectomie totale élargie à l'œsophage distal, et le rétablissement se fait par une once en Y après avoir fait un examen extemporané des recoupes œsophagiennes. Et parfois, cette résection est élargie aux organes de voisinage en cas de nécessité. Pour ce qui est du drainage lymphatique, on l'a vu avec le professeur Mansardi, le drainage il se fait à la fois en bas, et les chaînes intéressées sont essentiellement les ganglions paracardiaques droit et gauche, les ganglions de la petite courbure, les ganglions de l'artère gastrique gauche et les ganglions de la région cœliaque. Vers le médiastin, c'est essentiellement les ganglions paraœsophagiens et au niveau du médiastin moyen, les ganglions intertrachéobronchiques. Pour ce qui est du curage cervical,
ils ne sont envahis que dans 5% des cas avec une morbidité qui est importante. Donc c'est un curage qui n'est pas préconisé. Ce qui est préconisé, c'est surtout le curage abdominal de 1,5 et le curage médiastinal. Ce curage médiastinal inférieur va aller jusqu'au ganglion intertrachéobronchique avec un curage D2 pour l'estomac. Il n'y a pas de splénopancréatectomie caudale de principe et la splénectomie n'est faite que lorsqu'on a des ganglions qui sont macroscopiquement envahis au niveau de l'artère splénique. Lorsqu'on a un cardiaversion œsophage, il faut un minimum pour être R0 de 15 ganglions à analyser dans 6 médiastinaux. Pour ce qui est le cardiaversion gastrique, c'est comme un cancer gastrique, un minimum de 25 ganglions. Quelles sont les indications thérapeutiques en fonction de ces 3 techniques? L'œsogastrectomie polaire supérieure, l'œsogastrectomie totale et la gastrectomie totale avec œsophagectomie distale. Pour le type 1 de Siewert, pour l'œsogastrectomie polaire supérieure, c'est la technique la plus utilisée et la plus indiquée. Et on a une tendance à préférer la thoracotomie droite que la voie transhiatale. Sauf si le malade a une contre-indication ou il est en mauvais état général, il ne peut pas supporter une thoracotomie et on va faire une voie transhiatale. Le type 3, c'est une chirurgie exclusive, œsogastrectomie totale en emportant l'œsophage distal et discussion d'une radiochimiothérapie adjuvante, c'est-à-dire le protocole McDonald en post-opératoire. C'est le type 2 où il y a plus de controverses. Parce que dans ce cas, l'idéal carcinologique, c'est de réséquer à la fois l'œsophage et l'estomac, mais c'est un sacrifice d'organes qui est très important, avec une morbidité qui est importante. Qu'est-ce qu'on va privilégier? Est-ce qu'on va s'étendre vers le haut ou vers le bas? L'œsogastrectomie polaire supérieure est possible, quel que soit le siège du cardia, aussi bien au niveau de l'abdomen qu'au niveau du thorax. Il a une mortalité immédiate qui est comparable. Elle permet une résection plus souvent R0. Le taux de fistule anastomotique est légèrement moindre. Et la totalisation de la gastrectomie n'apporte aucun bénéfice sur la survie. Quelles sont les recommandations? Et j'empiète un peu sur la communication du professeur Rice. Pour les lésions superficielles, c'est un traitement endoscopique. Et ces recommandations sont basées essentiellement sur la classification TNM. Les lésions superficielles, c'est un traitement endoscopique par une mucosectomie. Les lésions T1, T2 sans envahissement ganglionnaire, c'est une œsophagectomie pour le type 1, œsogastrectomie polaire supérieure. Le type 3, une gastrectomie totale emportant l'œsophage distal. Pour le type 2, l'une ou l'autre, en insistant plus sur l'œsogastrectomie polaire supérieure. Dès qu'il y a un envahissement ganglionnaire, c'est le traitement périopératoire qui est plus important, radiochimio pré-op ou chimiothérapie pré-op. Et pour le type 3, c'est plutôt une chimiothérapie préopératoire. Lorsqu'on a un envahissement ganglionnaire qui est découvert en histologie chez un patient sans traitement préopératoire, une chimiothérapie est indiquée si la tumeur est développée sur le versant œsophagien. Si le versant gastrique est intéressé, c'est une radiochimiothérapie. Les recommandations du traitement chirurgical, il faut toujours faire l'exérèse de la muqueuse de Barrett. Il n'y a pas de modification du geste en cas de traitement néoadjuvant. On vise toujours une résection R0. Pour les types 1 et le type 2, le standard, c'est œsogastrectomie polaire supérieure pour le type 1, avec une marge supérieure de 8 cm minimum, 8 à 10, inférieure 5 cm, circonférentielle de 1 mm. La voie transhiatale est recommandée lorsqu'on a une contre-indication à la thoracotomie. Curage abdominaux et thoracique, au moins 15 ganglions, dont 6 médiastinaux. Pour le type 3, c'est une gastrectomie totale étendue à l'œsophage abdominal, avec une marge supérieure minimum 5 cm, vérification de la recoupe œsophagienne en examen extemporané et un curage de 1,5, au moins 25 ganglions. Je passe
au point fort. Donc le traitement chirurgical est encore basé sur la classification de Seward. La chirurgie, c'est l'élément principal du traitement des tumeurs non métastatiques. L'exercice chirurgical avec chimio périopératoire, c'est la référence pour les tumeurs au-delà du stade 1. Tout patient opérable, ayant une tumeur résicable, doit bénéficier d'une chirurgie. L'examen extemporané des marges de résection est obligatoire. On insiste également sur l'expérience, l'importance du volume par centre et surtout du volume par chirurgien. Et on évoque actuellement le chiffre de 30 interventions de ce type par an. La radiochimiothérapie, je n'insiste plus parce que le traitement néoadjuvant a été déjà discuté et je vous remercie.